AZF, fragment du fracas est le titre de l'ouvrage de Frédéric Arroux, édité chez Pas d'Oiseau. Samedi 2 octobre 2021, Frédéric Arroux était venu présenter son livre à la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute. Ok, merci Hélène et merci Ombre Blanche, vraiment du fond du cœur. Vraiment. J'ai demandé à mon camarade Philippe Motta de faire le boulot. Puisque voilà. C'est à lui quand même que... Ah oui, il faut parler dans le micro parce que c'est enregistré. C'est ça. C'est à lui que j'ai donné un tas de feuilles du vrac en lui disant, toi tu es journaliste, donc tu es plus carré que moi. C'était le bordel, il a mis de l'ordre. Et au début, Fred ne voulait pas faire ce livre. Et bon, j'ai vu qu'à plusieurs reprises, tu avais été interrogé. On te demandait pourquoi tu as fait ce livre. Et moi, je te posais la question, pourquoi tu ne voulais pas le faire? Je voulais le faire. Sauf que l'idée de restructurer... Moi, j'aime beaucoup écrire des récits brefs, des chroniques. Et que me coltiner un ouvrage dans son ensemble de 175 pages, ça j'avais jamais fait puisque jusqu'à présent j'ai pesé mes œuvres complètes, donc un guide sur Toulouse à vélo, 115 grammes, une petite lettre ouverte sur le rugby qui devait faire 80 grammes, donc j'étais à moins de 200 grammes d'œuvres complètes. Et là tout d'un coup je double mon poids, ce qui est quand même considérable. Mais après... Non, mais la question, c'est pourquoi tu n'as pas eu l'énergie ni de le faire, parce qu'au départ, tu dis, moi, voilà, j'ai des feuillets en vrac, c'est ce qu'il dit, j'ai des feuillets en vrac, t'as qu'à les lire si tu veux, sinon ça part à la poubelle. Voilà, pourquoi il y avait cette espèce d'hésitation, puisqu'après, quand on a dit, on peut en faire quelque chose, tu as dit, bon, oui, on va en faire quelque chose, mais pourquoi au départ ça traînait de la patte? C'était quoi, l'envie d'en finir et de se dire, bon, maintenant, je jette mes écrits un peu énervés, et comme ça, je mets tout ça derrière, ou est-ce que c'était un aveu d'impuissance? Je pense pas. C'était mauvais. Non, c'était pas mauvais. Si, parce que c'était le livre ressemblait à son titre. C'était du fracas, j'allais dire littéraire, mais c'est un peu prétentieux, et il y avait des fragments. Et il s'agissait de tout remettre dans l'ordre, et moi, je ne me sentais pas capable de remettre tout dans l'ordre. Je crois que c'est à un moment, j'ai fait un tirage papier, parce qu'en plus, j'ai du mal à travailler sur l'ordinateur, à voir le global sur l'ordi. Donc, j'ai fait un tirage papier, j'ai commencé à le corriger, et vraiment, à un moment, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est que de la merde, quoi. Et là, je l'ai physiquement jeté. Et on s'est croisés juste après, et Philippe m'a dit, textuellement, je crois, tu es con. Ce qui n'était pas forcément faux, mais néanmoins, ça m'a permis d'envisager la réalisation effective du bouquin. Et ça, c'était pas gagné a priori, parce que le bouquin, il ressemble à l'histoire, quoi. Il ressemble à AZF, il ressemble au fracas, il ressemble au chaos. Mais alors, il y avait ce chaos, effectivement, parce qu'il y a le parti pris quand même de raconter ce qui s'est passé, j'allais dire, en marge de l'explosion, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le cratère, on ne rentre pas dans l'usine, et on reste un peu aux marges, c'est-à-dire dans l'activité que tu as eue au sein de l'association des sinistrés du 21 septembre, qui peu à peu devient une espèce de machine. Au départ, c'est un coup de nerf, hein, on résume ça comme ça, c'est un coup de nerf, et puis après, ça devient tout à coup je dirais pas une entreprise, mais une grosse machine, puisque l'association du 21 septembre devient un référent, d'abord pour les médias, parce que c'est une association qui est ouverte et où ça parle, et ensuite, pour les pouvoirs publics et les assureurs, vous devenez un interlocuteur. Donc l'idée, on reste quand même en dehors du cratère. Tu n'as pas voulu revenir sur les causes, les raisons, le DCCNA, le chlore machin. On reste aux marges parce qu'on raconte une aventure humaine, en fait, c'est ça. C'est ça. C'était ça le projet. Et effectivement, repartir sur
l'interminable débat qui n'a plus lieu d'être sur, par contre, qui est entretenu par ailleurs, hein, faisons confiance aux petites mains totalitaires qui continuent à alimenter. On l'a vu hein, dans l'excellent film de Sandrine et de Juan qui s'appelle AZF. On voit qu'il y a toujours cette mise en cause de la justice. Oui, non, ça plaît pas. Mais voilà, moi je n'avais aucune envie, et puis ça n'avait aucun intérêt. Je n'avais rien à apporter dessus de plus. Par contre, sur ce que tu disais sur notre petite entreprise et ses 5 salariés, sur l'incroyable, j'ai presque du mal à y croire moi, qu'on ait fait ça. C'est-à-dire de créer une entreprise en temps de crise, vraiment, d'avoir 5 salariés et de traiter des milliers de dossiers et de remporter des victoires dans tous les combats qu'on a menés. Moi, c'est vraiment un truc que je suis peut-être d'un pessimisme raisonnable, mais je ne croyais pas qu'on gazerait aussi bien. Et en même temps, ça a été éprouvant, épuisant, fatigant, énervant. Et que ça, moi, de ma place, j'étais un peu le seul à pouvoir en rendre compte. Et est-ce que depuis la sortie du livre, il y a eu des réactions énervées, justement, ou des réactions des pouvoirs, des interlocuteurs, voilà, des interlocuteurs que tu as eus pendant, enfin, en tant que président d'association? Je ne parle pas des gens qui t'ont entouré à l'époque et qui reviennent te taper sur l'épaule, mais plutôt est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait eu une réaction de la part ou des assureurs, d'un homme politique, d'un préfet Non, j'ai encore croisé hier avec ma fille mon ami Jean-Luc Moudinque, qui m'a salué, mais Jean-Luc ne m'a pas dit si ça valait rien littérairement ou historiquement. Non, mais il a deux boulots. Oui, il a 2 boulots. Donc avoir un troisième, enfin, ça devenait compliqué. Mais non, ça a été... voilà, j'ai eu des retours, mais peut-être plus des journalistes, des médias, d'interlocuteurs qui m'ont, et ça m'a fait plaisir, et là, parler des qualités littéraires et pas de la conflictualité potentielle, pas en remettant en cause. Voilà, donc ça, c'est quand même le volet qui me fait moi le plus plaisir finalement. D'accord. Et on a vu alors donc j'allais dire, les gens qui étaient partie prenante. Parce qu'elles devaient, je dirais pas légiférer, mais en tout cas user de leur pouvoir de police pour les uns, de leur pouvoir de régulation pour les autres, ne se sont pas manifestés. Mais on a l'impression un peu que les Toulousains aussi font le dos rond avec cet anniversaire qui, effectivement, c'est pas joyeux à fêter. Quand j'entends on commémore l'anniversaire, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On allait célébrer l'anniversaire. On ne célèbre pas, on commémore plutôt ce genre d'anniversaire. Ouais. J'ai entendu ça à la radio l'autre jour, qu'ils allaient célébrer l'anniversaire. J'ai dit, bon, sur France Inter, ça ne le fait pas trop, mais bon. Et on a l'impression qu'il y a quelques Toulousains, effectivement, qui se sont rassemblés. Toujours pareil, en divers points, mais il n'y a pas quand même ce souvenir, alors que tout le monde vit avec en même temps, quoi. Je crois qu'il y a une lassitude de toute façon. Et je pense très sincèrement que ce 20e anniversaire, c'est la dernière commémoration de la ZF. Il y aura évidemment après, chez les personnes qui meurtrient au plus haut point, la date restera significative, mais collectivement, moi je pense, et même, je ne sais pas s'il faut le dire, je souhaite que ce soit la dernière commémoration. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si c'est pour mesurer la profondeur des fossés qui séparent les uns et les autres? On sait qu'il y a, mais je pense que les tensions, les oppositions ne survivront pas, ne nous survivront pas, et que dans 80 ans, s'il faut commémorer les 100 ans, on ne sera plus là pour dire oui, mais vous aviez dit que non. Donc moi je pense et je crois que c'est nécessaire qu'à un moment les pages se tournent et puis qu'elles se tournent au-delà de l'animosité des premiers temps, même si moi je peux le constater, ça dure et ça perdure. Je n'ai pas été agressé cette année, c'est bien. Il y a du progrès. Donc dans 40 ans, ce sera finger in the nose. D'accord. Bon, et sur malgré tout, on a le sentiment que les Toulousains portent ça en eux. Enfin, je le vois, tout le monde dit, au moins le 21 septembre, on avait le sentiment que tout le monde porte ça en lui, enfin tout ce qui était à Toulouse à l'époque, parce qu'évidemment,
Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est une volonté d'oublier, c'est une volonté de mettre ça derrière, c'est une volonté d'en finir avec les polémiques. C'est quoi d'après vous, d'après toi? C'est bien que tu me vois, j'aime bien. C'est classe, ouais. Moi, je pense qu'il y a de lassitude, oui. Et puis, je pense que les histoires qui sont pas honorables, on a quand même envie tôt ou tard de les mettre d'oublier un peu. Et là, je pense évidemment à Saint-Jean-d'Ouby. Oui. Et je fais le lien avec une autre affaire, quand même plus ancienne, mais qu'est-ce qu'on l'a oublié? C'est l'affaire Calas. Jean Calas, ça a été un peu la honte d'une certaine réalité toulousaine, où on a tellement oublié que là où il a été écartelé, place Saint-Georges, il y a des jeux pour enfants maintenant. Ouais. Donc là, c'est plus, c'est comme ça, quoi. Après. Est-ce que c'est spécifique à Toulouse, cette volonté d'oublier, ou est-ce que c'est d'après toi quelque chose qui est assez Je crois que Bordeaux, pour parler de Bordeaux, a bien oublié la traite négrière. On préfère célébrer le but de Maradona en 1986. Je ne sais pas s'il avait marqué. Et les 21 titres du stade, que se souvenir de ce qui fait un peu tâche, ou alors qu'on n'a pas pu modeler comme on aimerait le modeler, parce qu'on sait quand même bien refaire les belles histoires, quoi. Mais voilà, quoi. Il y a quand même une petite honte commune, peut-être. Une petite honte commune. Honte? Oui. Je crois que... La honte de quoi? D'avoir fait cette fracture entre Toulousains? Et puis moi, c'est insupportable. Je pense à tous ceux qui ont désigné à Saint-Jean-d'Ouby, et ils étaient nombreux. On sait très bien qu'il y a eu une manipulation initiale, on sait, toi et moi, d'où elle vient, mais on sait qu'elle a été relayée par des gens de peu, ou des gens qui se disaient, c'est vrai qu'il y a... qui avaient besoin ou envie d'y croire. Voilà, et on en parlait hier à la maison, disant que 10 jours après les Twin Towers, on était toujours dans les Twin Towers, et que les vilains ont voulu se servir de ça pour faire leur travail de mort. Mais je crois qu'il y a une honte. Il y a eu la fierté de la chimie. Jacques Mignard, dans le film, en parle avec émotion. Mais la fierté de la chimie, finalement, on n'a pas vu que c'était le poison qui était là. Et on a regardé ailleurs. On a tous regardé ailleurs. Nous, on habitait à côté depuis très longtemps, à côté de l'usine. On voyait rien. On ne voulait pas voir. Donc il y a quand même... on porte tous quelque chose de ça. Après, les petites gloires, les petites joies, savoir remporter tous les combats qu'on a menés, ça c'était improbable. Mais collectivement, je crois que c'est une affaire clivante, ça, AZF. C'est pas une affaire qui unit. Le stade, il unit. AZF clive. C'est vrai. Bien. Et maintenant, cette étape est passée. Donc, pour toi, la page est tournée, puisque au lendemain du procès, c'est écrit dans le livre, au lendemain du procès, tu tournes la page de l'association proprement dite, en disant, moi, président, je vous rends les clés. Maintenant, il y a ce livre qui peut-être constituer une étape pour toi, on peut en parler, mais c'est quoi le prochain, la suite maintenant? Parce que là j'allais dire, c'est complètement dépouillé la ZF. Tu avais encore ça dans le tiroir, ce manuscrit dans le tiroir. Finalement, il te laissait un lien avec ton histoire liée à ZF, ton histoire directe. Ça ne veut pas dire que tu t'es dépouillé de l'histoire, mais au moins tu t'es dépouillé des derniers oripeaux matériels de cette histoire, en lâchant le bouquin, finalement. Hop, ça y est, c'est derrière. Et maintenant, on fait quoi? Ça devient quoi? Alors, on fait quoi? Pour AZF ou pour Frédéric Arroux? Non, pour Frédéric Arroux. Frédéric Arroux, il a appris hier qu'il allait pouvoir écrire un nouveau livre, et qui, évidemment, ne va pas parler d'AZF, mais parce que ça, c'est bel et bien fini en termes d'écriture. Après, s'il y a du témoignage, moi, j'irai témoigner. Je sais qu'il y a des lycées qui sont intéressés. Je sais aussi qu'il y a on appelle comment, les proviseurs ou des censeurs qui m'ont censuré dans un lycée au moins. Ah bon? Ouais. Alors que je venais de dire à Carole Delga, que j'avais rencontré, que j'étais vraiment tout à fait disponible. Alors, je ne dirai pas tout de suite le nom du lycée en question, mais évidemment que je vais me faire un grand plaisir de le dire quand viendra le temps, en particulier à Carole Delga, parce que tu as reçu, comme moi, un mail où je suis traité de gauchiste notoire, oui, je crois. Oui. Ça me fait poiler, donc c'est déjà bien. Mais bon, il y a cette dimension du témoignage. Moi, ça ne m'ennuiera pas du tout, bien au contraire, d'aller raconter. D'autant plus quand il y a un support qui est magnifique, c'est le film de Juan Gardillo et de Sandrine Mercier, AZF,
qui a une vertu principale pour moi, c'est qu'il cible les plus jeunes, pour qui AZF est une histoire mais qui date. Est-ce que c'était avant les inondations, l'incendie de Toulouse ou l'affaire Calas? C'était avant, ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de mémoire pour eux, et le film peut y concourir et aller dans les lycées pour en parler. Évidemment que moi je ne vais pas y aller comme un béni oui. C'est peut-être ce que craint la proviseur de ce lycée dont j'ai oublié le nom, mais dont je vais me souvenir bientôt. Voilà, donc ça c'est une partie moi qui me fera plaisir de faire vivre. Ouais. Mais après l'écriture, oui, mais ailleurs. Est-ce que c'est spécifique à Toulouse ou quoi de vouloir réécrire l'histoire? Oui, je sais pas. C'est vraiment très embarrassant, quoi. Je reconnais que cette mémoire collective finalement qui est morcelée. Je crois qu'il y a une volonté, je rappelle comment s'appelait le maire de Douste-Blazy, de vouloir passer très vite à autre chose quand il a essayé de détourner de leur mission les 4 millions d'euros qui avaient été donnés par la solidarité nationale et internationale, qu'il a dit on remet ça dans le budget municipal, c'était en 2004. Pour lui, c'était fini. Il y avait cette volonté accélérée de finir, comme si le temps qu'il fallait pour cautériser, pour vivre jusqu'au bout de cette aventure était un temps superflu, pas nécessaire, quoi. D'accord. Ouais. Alors bon, voilà, pour AZF, moi je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je sais par contre, il y a une expo sur les grilles du conseil départemental que je n'ai pas vue encore, de photos. Il y a une pièce de théâtre qui se joue avec des salariés d'AZF que je n'ai pas vue. Voilà, mais enfin pour moi, c'est bel et bien terminé. Et donc, il y a Frédéric Harou dans la pièce des salariés d'AZF. Ah, je sais pas. Oui, pas sûr qu'il ait le beau rôle. Pas certain qu'il ait le beau rôle. Mais c'est bien de ne pas avoir le beau rôle aussi. Enfin, les héros, ils sont quand même vachement plus intéressants quand ils sont méchants que quand ils sont gentils, quoi. On fait rien avec un héros gentil. Un héros positif, ça nuit. C'est ça. Non. Donc il y a un livre sur le rugby, ça je peux le dire. C'est officiel depuis hier. Je vais faire un bouquin sur le rugby. Je ne dis pas le titre ni l'éditeur, même si je les connais, mais c'est officiel et ça me fait bien plaisir. Et puis pour la revue Instinct Nomade, j'ai une petite nouvelle sur Nougaro à faire. Et puis la réédition de ma petite lettre ouverte à l'ami qui m'a plaqué chez un autre éditeur, l'Atelier B à Nîmes. Voilà, donc il y a des projets et puis rail. Après on verra. Bon, étant donné qu'on est à peu près entre nous, si j'ose dire, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle qui se poseraient, soit parce que vous avez lu le livre, soit parce que vous voulez le lire et que vous voulez savoir à peu près de quoi ça parle ou comment ça en parle? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaiteraient interroger en tout cas, Frédéric Harou, au moins pour le plaisir de revoir des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps, je suis prêt à réécrire des livres. Je salue Salva, Laurent, les autres. Ça, c'est déjà une première vertu, Elisabeth. Voilà. Cette idée de victime, j'ai directement interrogé. Nous, en l'occurrence, à la maison, enfin, Léa et Laurence pourraient dire non, tu dis n'importe quoi. On a été sinistrés. On a été très clairement, très nettement. Michel aussi, tu as été sinistré. Coucou. Mais il était sinistré avant, il a été après. Mais c'est une réalité qu'on n'a pas été blessé, on n'a pas eu de décès. Donc il faut garder la juste mesure des choses et se situer au bon degré. Et par contre, moi j'ai vu et j'entends encore la personne qui assume aujourd'hui les fonctions de présidente de l'association des sinistrés du 21 septembre. Très sincèrement, je me demande de quoi elle parle. Je ne partage rien avec elle, et notamment cette manière de perdurer un peu au-delà de la raison. Ça devient une histoire individuelle. Et alors qu'elle soit victime, moi, évidemment, elle a subi un blast très violent et une atteinte auditive majeure, mais c'est plus une histoire collective. Or, les associations qui perdurent, elles font vivre cette idée que on est toujours victime et on va rester victime. Et en même temps, moi je le comprends parce que dans nos quartiers d'exclusion majeure, être un emmerdeur au RSA ou au chômage ou quoi, au 21 septembre 2001 à 10h, c'était être un problème. Et puis le 21 septembre 2001 à 10h17, on devient une victime d'AZF. On est l'objet de compassion, d'attention, de compréhension.
tout d'un coup, on bénéficie d'une bienveillance qui n'était pas du tout le cas auparavant. Comment? Et d'aide financière aussi. Ça veut dire que il y a une reconnaissance. Et je crois que il y a une tentation d'y demeurer, de se dire, bah, ça y est, ouf, on me prend en compte, je suis l'objet de la compassion nationale, internationale, municipale, et puis ça donne ouais, ça favorise un genre de repli identitaire qui, moi, m'effraie complètement. Alors ça, c'est clair, hein, c'est même pas, c'est vraiment effrayant, parce que puisqu'on est bien là, pourquoi en sortir? Et effectivement, moi, quand j'entends des gens qui disent 20 ans plus tard, je suis comme au premier jour, rien n'a changé, là, je me dis, il y a quand même un vrai problème. Parce que même sur les indemnisations, les aides, ce qu'on a mis, nous, quand on a mis en place le dispositif d'accès aux droits, c'était évidemment de permettre à chacun d'en sortir. Et les gens qui nous disent, ah ben moi, j'ai pas été au courant, on m'a rien dit. Alors moi, c'est vrai que ça me mettait la rate au courbouillon quand j'entendais ça au moment d'AZF. Parce qu'on me dit, comment ça, mais vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas su entendre, vous n'avez pas pu entendre, mais les choses ont été clairement dites. Alors les gens qui sortent du bois 20 ans après, on a connu ça aussi au moment du premier procès. On a vu une multiplication de parties civiles qui, moi, me posait question, parce que, il faut le dire, il y avait un défraiement quand on est constitué partie civile et pour être au procès. C'était anecdotique, mais il y avait un défraiement. Et on a vu fleurir des parties civiles. Et un jour, j'ai eu une discussion avec des gens, une dame qui était là, je lui ai dit, mais vous habitiez où au moment de l'explosion? Ah, mais j'étais pas à Toulouse, moi. Ça veut dire qu'il y a eu un effet d'aubaine, très clairement, minoritaire. Hein, c'est un peu comme le débat quand on dit ouais, il y a l'escroquerie au chômage et qu'on néglige les escroqueries, les mecs qui vont planquer leur pognon en Suisse. C'est un peu le même deal. Mais il y a eu effectivement, et pour nous ça peut être extrêmement préjudiciable, pour une association qui se voulait responsable, d'entériner ce genre de fonctionnement. Parce que ça veut dire qu'on était dans une certaine mesure complice d'un fonctionnement, alors qu'on savait très bien ce qu'il en était. Donc on a préféré ouvrir nos clapets et dire stop. Et puis voilà, jusqu'à quand on génère de la victime? Est-ce que ce statut peut perdurer? Est-ce qu'il ne faut pas avoir avant une volonté, si on peut, d'en sortir? C'est les gens qui tournent à la page, ceux qui arrivent à résilier, comme on dit, c'est le mot à la mode, la résilience, et ceux qui s'enferment dans un statut. Voilà, je suis victime, on peut le voir peu ou prou. Enfin, c'est une incidence. Enfin, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui suivent les procès du 13 novembre à Paris, là. Du 15 novembre, pardon. Bon, vous voyez les gens défiler à la barre, là, vous voyez les comptes rendus. Bon, mais il y a ceux qui en sont sortis qui disent, bon, ben voilà, c'est derrière. Oui, j'ai toujours la jambe qui traîne, mais bon, c'est derrière. Et puis il y en a qui sont encore là, qui sont encore plantés sur le trottoir, quoi. Bon, c'est un peu pathétique, mais chacun à sa façon, à sa mesure aussi. C'est vrai qu'au bout de 20 ans à ZF, c'est le 13 ou le 15 novembre, je ne sais jamais. Le 13 novembre, oui, 2015, voilà. 2015. Oui. Et bon, ça peut effectivement poser question. Lors du dernier procès à Paris, je me suis retrouvé par hasard, parce qu'il fallait que j'aille à Paris à ce moment-là, et je n'avais pas calculé que ça allait tomber avec le délibéré du dernier procès. Et il y avait 2 files d'attente, l'une pour AZF et l'autre pour Mera. Devant le tribunal au Châtelet, enfin à l'île de la Cité. Et il y avait une tension terrible dans la file d'attente Mera, entre guillemets, quoi. Et un genre de tristesse dans l'autre. C'était assez. Voilà, Toulouse était au tribunal, dans la sauvagerie de Mera et dans l'horreur d'AZF, et vice-versa, quoi. Oui. Sans faire de parallèle, on a pris quand même un peu sur la gueule dans notre ville depuis pas mal d'années. Oui. Et si on refait l'histoire. Mais Mathieu pourrait le faire peut-être. Les grandes catastrophes de Toulouse, quelles qu'elles soient, le grand incendie, l'inondation, AZF, Mera, l'affaire Calas, qui pour moi est aussi une catastrophe.
il y a quand même... voilà. La Ville Rose, c'est bien assombri quand même. Mais après, bon, grâce à Jean-Luc, je pense qu'elle va retrouver sa lumière. Oui, Il y en a quand même un qui rigole. Un qui rigole. Elisabeth? Ouais, moi, j'ai pas du tout le bouquin, j'ai pas encore le temps, mais en 4 épisodes, j'ai trouvé ça super. Moi, ma première réaction, ça a été apparemment. C'est qu'effectivement, je trouve que moi, ma fille, elle est née en 99, donc 2001, voilà, elle était à la crèche, le jour de l'explosion, et je me dis, ça fait partie de son histoire malgré tout. Et moi, c'est plus que les débats, peut-être, qui est important, hein, sur l'histoire, les procès, la sociologie des victimes, ceux qui vont rester victimes toute leur vie, ceux qui vont s'en sortir, tout ça. Moi, je trouve que vraiment, il faudrait qu'on arrive à... faut que les gamins, les petits Toulousains, ils arrivent à avoir ce message, à avoir cette histoire qui, justement, ne remonte pas au calendrier grec, mais leurs parents l'ont vécu, et je trouve que ce film, bon, alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu les connais, les réalisateurs, mais oui. je trouve qu'il y a beaucoup commun à faire là. Faut que ça se sache, il faut que ça se voit, il faut que ça se diffuse, il faut que les gamins le voient, quoi. Alors, parce que, alors au-delà de l'histoire et de connaître son histoire, mais on sait bien que il y a eu cette explosion en Normandie, il y a eu, je veux dire, il faut penser à l'avenir, quoi. Faisons cas de notre histoire pour l'avenir, et prenons les leçons et battons-nous pour ça, quoi. Je sais pas, moi, c'est ça que ça m'a évoqué, en fait, parce que moi, j'ai pas été trop... moi, j'étais pas dans le quartier des lettres, donc j'ai vu ça un peu de ma fenêtre, ça n'a pas explosé, mais je trouve que c'est justement l'occasion de penser à l'avenir, en fait. Arrêtons de... c'est bien de faire l'histoire, mais je trouve que la première vertu du film de Juan et Sandrine, que moi j'ai vraiment trouvé remarquable, c'est qu'il permet ça. Pour moi, ce film, c'est la première pierre du nouvel édifice. Et il a vraiment... certaines personnes m'ont fait des retours sur... Ils ne comprenaient pas forcément pourquoi il y avait cette jeune fille que l'on voit, qui vient en fait sur les traces de son père. Et je trouve que sa première capacité, ça va être de permettre aux jeunes de 20 ans, ou un peu plus, puisqu'elle a 25 ou 28 ans, je ne sais plus exactement, 28, ouais, à l'âge de Léa, de se mettre dans un déplacement empathique, de se mettre à sa place. Elle a leur âge. Alors que si c'était quelqu'un de 65 ans qui vient, ça ne concernerait que les personnes de 65 ans. Et je trouve ce film absolument remarquable. J'ai beaucoup de retours de personnes qui l'ont vu, même des gens qui me remercient, moi, comme si je l'avais fait, alors que non, c'est vraiment Sandrine et Juan qui l'ont fait, avec cette... il y avait une volonté d'aller au-delà de faire un film, quoi. C'était travailler la question ou de la mémoire, ou de la transmission, ou de cette période charnière qui fait qu'on peut aller vers autre chose, et pour moi, c'est un élément essentiel, et j'espère que mon bouquin, il vient amener un complément d'information, pas plus, mais un complément d'information. Philippe. Oui, c'est pour répondre à la dame là tout à l'heure qui disait, elle a fait une incise dans sa phrase en disant oui, bon, mon enfant il avait 2 ans, il était à la crèche, dans le style bon, il s'en rappelle pas. C'est absolument faux, parce que j'ai la chance, enfin, je fréquente un milieu de pédagogues, d'enseignants, de psychologues, etc., qui disent que les gamins, les nourrissons qui sont nés ou qui étaient là le jour de l'explosion, ont subi cette explosion. Alors que la nature du traumatisme, je ne la connais pas, je suis ni psychologue, ni enseignant, ni pédiatre. En revanche, ce qui était très éloquent, en tout cas pour les enseignants, à Bagatelle, puisque j'étais proche d'un groupe d'enseignants qui s'occupaient de RASED à l'époque, on disait, ou équivalent, enfin quelque chose comme ça. Ils ont très nettement vu les gamins qui arrivaient, qui étaient nés en 2001, donc qui arrivaient au cours préparatoire 6 ans plus tard, et qui avaient donc vers 2007.
il y a eu vraiment une bascule dans la typologie des gamins qu'ils ont accueillis. Surtout ceux qui étaient nés. Ils arrivaient à distinguer ceux qui étaient nés dans le quartier, qui avaient pris la secousse, et ceux qui étaient venus, ceux qui étaient arrivés entre-temps d'ailleurs, qui étaient venus en voiture, avec leurs parents, peu importe. Et il y avait vraiment une césure entre tous ces gamins, et ça se traduisait par de l'hyperactivité, par de la surréactivité à des événements qui pouvaient être traumatiques, comme un bang ou des choses comme ça, des bruits essentiellement, ou des gestes brusques, de la violence. Et donc, effectivement, on se rend compte, ces gens-là, en tout cas, se sont rendus compte que les nourrissons, les petits-enfants, dont on a dit, oui, il était à la crèche, il dormait, il s'en fout. Non, il s'en fout pas du tout. Voilà. C'était juste... Non, mais c'était pas un reproche, c'était... Non, mais... Madame, c'était pas un reproche, c'était juste un élément d'information. Je crois qu'il y a une étape qui a été franchie, c'est la dimension judiciaire. C'est définitif. C'est définitif. C'est-à-dire que nul ne peut dire, mais certains ne s'en privent pas, on ne sait pas tout, on nous cache des choses, la vérité judiciaire, on n'y croit pas. Enfin, on peut toujours le dire. Mais ça, c'est pour ça que le film de Juan et Sandrine et mon bouquin, je trouve qu'ils arrivent à ce moment où il fallait qu'ils arrivent là. Parce que ça permet de basculer vers autre chose et d'aller vers une histoire, moi, que je l'imagine apaisée. Après, moi, j'y serai plus dedans, sauf en témoignage, mais voilà, je n'ai pas vocation à demeurer ad vitam aeternam. Mais je crois que là, on est sur le tremplin pour autre chose après. Mais ça doit se faire vivre aussi. Après, c'est les enseignants, les proviseurs de lycée, Carole Delga, qui doivent stimuler ça. C'est leur boulot. Moi, ce ne sera plus mon boulot. D'ailleurs, ça n'a jamais été, en fait. Parce que ça n'a jamais été une activité professionnelle, la ZF. Par contre, ça a bien plombé, mes petits camarades collègues de l'époque peuvent le dire, ça a plombé... Ils ont été merveilleux, parce que c'est eux, il y en a plusieurs qui sont ici, c'est eux qui ont assumé, quoi. Moi, j'ai disparu pendant 1 an. Ils ont pris en charge les promotions d'éducateurs spécialisés qu'il fallait continuer à faire tourner. Voilà, quoi. Ce qu'on appelle la solidarité, puis l'amitié aussi. Hein, mes petits chéris. C'est bon. Non, mais c'est bon, si vous avez d'autres questions. C'est vrai. C'est vrai, et je crois que l'arrêt définitif de la Cour de cassation est passé complètement aperçu. C'était en décembre 2019. Nobody know. Enfin, c'est vraiment passé complètement inaperçu, alors qu'on aurait pu imaginer, mais c'est pas une victoire du stade, quoi. Je crois que certains s'imaginaient, ouais, on a gagné. Non, c'était pas un match de rugby, c'était pas amusant, c'était pas du sport, c'était pas une distraction. Et du coup, je crois qu'il y a eu l'usure judiciaire, la délocalisation à Paris, qui a quand même, on a pris ça en pleine poire, quoi. C'était très violent. Madame Taubira nous a promis que, à un moment, j'ai appris qu'elle venait sur Toulouse pour la fête de la Rose. Et je l'ai dit immédiatement à mon regretté ami Jean-François Grelier, je lui ai dit, qui avait pris ma succession, je lui ai dit, elle est là. Il est allé la voir à la fête de la Rose, il était de lutte ouvrière, alors la rose, c'était pas sa fleur. Mais il était bien content de coincer Christiane Taubira, qui lui a dit, mais si, ça va pouvoir se faire à Toulouse. Et je pense que cette délocalisation, elle a plus d'incidence que l'on peut croire. Ça a été vraiment perçu comme une confiscation. Et seul ne pouvait aller que quelques représentants, alors que sur le premier procès, qui était un truc de fou furieux, il y avait 500 personnes tous les jours au procès, mais ça avait une vertu remarquable de permettre de se voir, d'être ensemble, les adversaires, mais d'être ensemble dans cet espace. Merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée samedi 2 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche en présence de Frédéric Arroux, auteur de AZF, Fragments du fracas, aux éditions Pas d'Oiseau.
Réalisation et mise en onde, Radio Radio.